Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour, bienvenue au Café Presse Politique, le dernier de l'année 2020, une année difficile qu'on est bien content de pouvoir quitter dès demain sans avoir de garantie sur la qualité de l'année 2021. On espère que le vaccin va peut-être changer un peu l'atmosphère une fois qu'il sera arrivé chez nous. Il aura déjà touché une partie du monde et aura peut-être détendu l'atmosphère. 279e nuit de détention pour Khaled Drani qui ne peut pas présenter le Café Presse Politique. C'est le présentateur attitré de cet espace, de ce talk politique. Et je le remplace pour la 36e fois depuis le 27 mars dernier. Khaled Drani, dont on aura à reparler un peu plus tard dans l'émission. Et comme tout n'est pas toujours tout à fait noir, nous aurons le plaisir d'accueillir l'éditeur d'une radio web qui a été en prison, qui est un éditeur de presse, mais aussi un militant engagé de Hirak. Abdelkrim Zghilish, un peu plus tard dans l'émission, on aura le grand bonheur de partager avec lui son retour parmi nous et évoquer les perspectives pour ce dossier des détenus qui nous a très largement pourri l'année 2020, presque autant que le Covid. Pour donc mener ce numéro avec moi, j'ai le grand plaisir d'accueillir Maître Fettah Sadat. Maître Fettah Sadat, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être parmi nous. Avocat donc très très actif dans le collectif défenseur de détenus d'opinion et du Hirak et secrétaire national au RCD pour les droits de l'homme. Effectivement. Voilà. Et puis Nasser Haddad revendiqué par les commentateurs. Voilà. Donc nous, on suit les tendances de l'audimat. Hein, voilà. Nasser Haddad, analyse politique, militant politique d'abord, mais analyse de la conjoncture très très perspicace. Et donc il va nous aider aussi à décrypter la nouvelle situation. On a changé un peu au pied levé le menu de ce Café Presse Politique avec l'arrivée, le retour en Algérie d'Al-Majid Tebboune. Il y en a qui ont dit que les gens de Radio M, ils sont très mal à l'aise, peut-être pas contents du retour du président Tebboune en Algérie. Hein. Moi, alors que je leur réponds, les bons citoyens algériens ne peuvent pas être contents d'avoir un président dans un hôpital à l'étranger. Voilà. On ne peut pas être content de cela, on ne peut pas s'en réjouir. Et donc évidemment, nous sommes contents du retour d'Al-Majid Tebboune en Algérie, fatigué, on va en parler. Est-ce que c'est toujours le président qui devait être selon le point de départ de la ligne de la feuille de route qui lui était fixée? On va en parler, mais très content de son retour. On aime bien jouer les matchs Hirak pouvoir à domicile et pas dans un terrain à l'extérieur. Voilà. Donc la question c'est celle-là. Est-ce que ce retour, pour commencer ce débat, on va dérouler les questions suivantes au fur et à mesure. Est-ce que ce retour règle ce débat qu'il y a pu y avoir sur éventuellement une autre démarche des détenteurs du pouvoir, de l'armée, qui aurait été une démarche un peu alternative à la présidence, entre parenthèses, finir avec la mandature de Tebboune pour faire autre chose. Est-ce que ce débat il est définitivement clos? Est-ce que la crise du système est atténuée? Est-ce qu'elle est terminée? Ou est-ce qu'on est juste à une nouvelle évolution? Je m'adresse d'abord à Maître Fettah Sadat. Merci. D'abord, je réitère mes remerciements pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être parmi vous, notamment dans ce Café Presse Politique qui, comme vous l'avez très bien rappelé tout à l'heure, était animé par Khaled Drani qui passe sa 279e nuit dans les geôles du système et du régime en place. Moi, il me semble, pour revenir à votre question, qu'il serait malaisé, qu'il serait en tout état de cause
pas très judicieux, à mon sens, de focaliser sur le retour du chef de l'État au territoire national. Il me semble que les questions les plus importantes sur lesquelles nous devrions réfléchir et pour lesquelles nous devrions apporter des solutions, c'est de ne pas oblitérer un fait, c'est que l'Algérie, depuis 2019, vit une révolution. La révolution du sourire, depuis le 22 février 2019, ça va faire bientôt 2 années que les Algériens et les Algériennes sont sortis en masse dans les rues pour appeler à un changement radical, un changement du système, au départ de ce système qui perdure depuis l'indépendance à nos jours. Donc moi, il me semble qu'aujourd'hui, presque 2 années, depuis le déclenchement de la révolution du sourire, il faudrait qu'on s'interroge sur l'avenir, sur les perspectives. Et donc, il me semble que s'il y a un fait qui doit attirer notre attention, c'est le fait qui perdure, c'est un divorce flagrant entre les citoyens, entre le peuple algérien et le système en place. Moi, il me semble que le retour ou pas retour du chef de l'État, ce n'est pas cela qui va apporter la solution à la crise multidimensionnelle que vit l'Algérie et que subissent les Algériens. Les Algériens ont dit, comme un seul homme et comme une seule femme, qu'ils veulent aller vers une période de transition démocratique. Donc là, nous sommes ici pour voir qu'est-ce qu'il en est de cette revendication, de ces aspirations. Et à mon sens, ce n'est pas le retour d'un chef de l'État qui va apporter la solution aux aspirations du peuple algérien. Maître Sadat, quand même, la question, c'est pas si le retour de Abdelmajid Tebboune hier en Algérie résout le divorce entre le peuple et le pouvoir. C'est sûrement pas de ça qu'il s'agit. La question, c'est est-ce qu'il permet de reconstruire un consensus qu'on a pu percevoir comme étant ébréché par à la fois la désertion des urnes le 1er novembre et par la maladie et l'absence physique de Abdelmajid Tebboune. Est-ce que c'est ça qui peut-être dépasser la crise interne au système? Oui, très bien. Très bien d'avoir détaillé un peu mieux votre question. Moi, il me semble que là où le bas blesse, et c'est quelque chose, à mon sens, qui est irrémédiable, c'est toujours ce divorce-là, je reviens sur cette idée, c'est la crise de légitimité. Donc, un président, un chef de l'État qui souffre d'illégitimité. On revient au scrutin du 12 décembre 2019. Le taux de participation est plus que dérisoire, pour ne pas dire nul. Des régions entières du territoire national ont boycotté les élections. Moi, il me semble qu'attendre d'un chef de l'État qui souffre déjà d'une tare indélébile, celle où le peuple algérien, qu'il est censé, dont il a la vocation de présider à leur destin, l'a rejeté de rechef, puisque les résultats du scrutin du 12 décembre 2019 sont là pour le dire haut et fort. Donc moi, il me semble que le véritable problème se situe ailleurs. Le véritable problème, c'est ce déni, c'est cet aveuglement, c'est cet entêtement à aller de l'avant, à essayer d'imposer des coups de force ad vitam aeternam, à essayer d'imposer une feuille de route d'un système qui est rejeté par le peuple entier. Donc le problème crucial, il se situe à ce niveau-là et non pas de focaliser sur, il est revenu, il va certainement exercer ses prérogatives d'après la Constitution et autres. Moi, il me semble que le débat se situe ailleurs. Le débat, il est là. Qu'attendons-nous? Comment il faudrait mettre fin à cet autisme, à cet entêtement, à cette fuite en avant qui ne fait que creuser l'impasse, qui ne fait qu'accentuer la crise de confiance et la crise de politique que l'on fait subir aux Algériens. Nasser Haddad, on a quand même un peu plus de visibilité que la dernière fois où vous étiez sur ce plateau. On spéculait un peu sur le sens du tweet, pour qu'elle avait utilisé le canal du tweet et pas le canal de la télévision publique. Il n'avait pas évoqué l'Assemblée nationale. Hier, il a évoqué l'Assemblée nationale en arrivant. Aujourd'hui, c'est le dernier fait d'actualité. Il a reçu le général Chengriha, chef d'état-major, à son bureau, donc à la présidence. Il a tout de suite été travaillé. C'est ce qu'on nous montre d'entrée pour lui faire un compte-rendu de la situation. J'aimerais d'ailleurs bien avoir votre commentaire sur cette séquence. Et donc, on a le sentiment que chacun retrouve sa place et que le patron, c'est le patron, formellement... du point de vue de la réalité, c'est évidemment autre chose, mais c'est Abdelmajid Tebboune. L'armée, c'est sur quoi il s'appuie en priorité, et les divergences sont supposées être oubliées.
D'abord, je dois te remercier pour ton invitation et je dois remercier les auditeurs parce que tout à l'heure, j'ai pas eu l'occasion de les remercier. Je les remercie pour leur soutien et je te remercie pour m'avoir invité encore une fois. C'est un plaisir vraiment d'être sur Radio M. Une radio, comme tu le dis, petite radio, mais qui a très très vite grandi. Elle est devenue une radio. Je vais balancer le nom de celui qui le dit, hein. C'est Luc Cholet. Hein. La voix de Petite Radio du Grand Maghreb, c'est Luc Cholet qui malheureusement depuis le début du Hirak s'est éloigné de nous pour des raisons que j'ignore. Eh ben, j'espère qu'il reviendra pour encore trouver une autre formule qui sera à la hauteur de la grandeur de Radio M d'aujourd'hui. Donc, pour revenir à ta question, Ihsen, moi, je reste sur les analyses que nous avons développées lors des précédentes émissions. Effectivement, on a un peu plus de visibilité avec le retour du chef de l'État. L'approche n'est pas unique, c'est-à-dire nous ne sommes pas dans une situation de stabilité où il y a accord, il y a consensus national et ensuite il y a débat sur le fonctionnement du pays lorsque le président n'est pas là, quels sont les inconvénients qui peuvent ou les conséquences qui peuvent avoir lieu sur le fonctionnement du pays et sur sa sécurité. Si les auditeurs se rappellent, j'avais développé cet aspect-là lors de ma précédente participation. Mais la problématique est que nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Nous sommes dans un cas de figure où il y a deux feuilles de route. Donc, j'apporterai une précision à ce qu'a dit mon ami Maître Sedet. Ce n'est pas un rejet. Le peuple algérien ne rejette pas le système. Le peuple algérien propose une autre approche et disqualifie le système. C'est une disqualification politique globale. Parce que la feuille de route du système, c'est quoi ? Bien évidemment, je reprends ce que tu as dit tout à l'heure, le retour du chef de l'État permettra au moins le fonctionnement de l'État. Vu les prérogatives qui sont faramineuses et que lui accorde la Constitution, et que la Constitution accorde au président de la République, au moins l'État va fonctionner. Mais sur le plan, ça c'est sur le plan fonctionnel. Maintenant, sur le plan politique, il y a deux démarches parallèles. Deux démarches parallèles. Nous avons le peuple algérien qui est dans un processus révolutionnaire actif. Il impose sa feuille de route de jour en jour. Aujourd'hui, comme tu l'as signalé dans ta question, est-ce qu'il serait possible d'imaginer de reconstituer la façade avec la clientèle habituelle du régime, c'est-à-dire on va remplir le palais Zirout avec le RND, le FLN et les nouveaux ralliés et quelques comités de soutien, ex-comités de soutien de Bouteflika en guise de société civile, et on va dire nous avons reconstitué. Ce n'est plus possible. Ce qui a été possible en 97 ne l'est plus aujourd'hui. Pardon, je termine et ensuite tu précises ta question. Ce qui était possible en 99 avec Bouteflika ne l'est plus aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le système n'a pas de feuille de route, n'a pas de projet politique en dehors de sa reconstruction. Or, il ne s'agit pas de problèmes techniques. Il ne s'agit pas de... En 97, il y avait une partie au moins des Algériens qui étaient d'accord avec le projet d'en finir avec le terrorisme, de sauver... Les janvieristes nous ont promis de sauver la République et d'instaurer la démocratie. Eh bien, 30 ans après, on a vu ce qui s'est passé. Ensuite, Bouteflika est venu réconcilier les Algériens et moderniser le pays. 20 ans après, on a vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont proposer aux Algériens ?
Hypothèse 1, le système est reconstruit, la façade est reconstruite. Tu as répondu par défaut en creux à ma première question. Est-ce que la façade est reconstruite et le système est cohérent autour d'une feuille de route? Même si c'était le cas, tu dis ça ne suffira pas pour faire face à la situation. À la situation. Ça ne répond pas parce qu'il n'y a pas de projet. Il y a une crise politique. La réponse Alors doit être politique. je vais poser la question. On est dans le café presse politique de la fin de l'année et peut-être qu'on peut se permettre des pas d'écart pour aller vers quelque chose d'un peu plus, on va dire, fondamental. Tout le monde sait qu'on va aller vers un ajustement structurel assez dur. On a commencé sur le plan économique. J'anime une émission d'économie. C'est quelque chose qui est rampant, qui a commencé avec la dévaluation du dinar. Et en gros, les situations où on peut faire passer un ajustement, ce sont des situations, il n'y en a pas beaucoup. Il y a soit c'est par la force, soit c'est par le consensus. Le consensus, c'est un gouvernement qui est reconnu, qui est légitime, qui arrive à faire, qui est intègre, sans besoin, qui arrive à faire accepter aux classes populaires une feuille de route de ce type-là. Si c'est pas possible, et c'est pas encore le chemin que nous prenons, c'est encore possible qu'on prenne ce chemin, mais c'est pas celui qu'on prend aujourd'hui. On est en train d'en parler. L'autre solution, c'est une solution à la Sisi. C'est une solution brutale. Comme en Égypte, comme ça s'est passé. Il y a une troisième solution, on préfère ne pas l'évoquer. Il y a eu un premier ajustement structurel en Algérie et s'est déroulé pendant la guerre civile. Les Algériens, c'est le Karassi. Donc, le FMI a pu faire passer ça à sa liste parce que les Algériens étaient occupés d'abord à sauver leur peau. Donc, est-ce qu'on peut complètement écarter le scénario Sisi? J'adresse la question à Fetter Sadat, compte tenu du fait que l'autre scénario n'est pas encore en place. Oui, écoutez, le scénario du durcissement, est-ce qu'on peut l'écarter? Non, ce n'est pas un scénario qu'on peut écarter, mais avant d'approfondir un peu ma réponse à cette question, j'aimerais réagir par rapport à ce qu'a dit notre ami Nasser Haddad. Moi, il me semble que le retour, on revient là-dessus, puisque c'était la question essentielle qui a été posée au départ, oui. Le retour du chef de l'État sur le territoire national, ça ne va même pas permettre le fonctionnement de l'État et des institutions. Pourquoi? Pour la simple raison qu'un réel fonctionnement de l'État, des administrations, des institutions ne peut s'effectuer sans l'adhésion du peuple algérien. Or, ça a été dit, et on l'a redit à plusieurs reprises, nous sommes en train de vivre une crise politique multidimensionnelle, extrêmement grave, extrêmement profonde, où le divorce entre le peuple et les tenants du pouvoir de fait ne fait que s'approfondir. Et autre chose, quand on parle de feuille de route du système en place qui perdure depuis l'indépendance à nos jours et qui perdure sur la base de la dilapidation des deniers de l'État, sur les fraudes électorales et sur le détournement de la souveraineté nationale, moi, il me semble que la seule feuille de route que détient encore ce régime en place, c'est celui de se régénérer et celui de perdurer. Donc le problème est là. Parce que si ce n'était pas le cas, une révolution qui a ébloui le monde entier, qui dure depuis 2 années, la seule raison aurait dicté qu'on puisse réfléchir et qu'on puisse écouter et entendre et essayer de mettre les mécanismes en place pour répondre aux aspirations du peuple algérien. Le peuple algérien l'a dit, il veut enclencher un processus constituant. Il a dit à moult reprises dans toutes les manifestations qu'il faut aller vers une transition démocratique. Et là, notre parti, donc le parti du RCD, je sais que tout le monde est au courant de cela, a été l'auteur d'une proposition de sortie de crise, bien entendu, depuis le 27 mars 2019, où il a mis en place comment qu'il voit cette transition, comment qu'il voit cette rupture avec le système antérieur, avec des mécanismes extrêmement concrets, avec des propositions extrêmement claires, objectives et concrètes. Mais là, malheureusement, nous sommes en présence des régimes autistes, des régimes qui est basé sur le déni et des régimes qui est basé sur le détournement de la souveraineté populaire. Et il faut dire ce qu'il en est, je ne pense pas qu'avec ce qui est en train de se faire, autre chose, on l'avait vu tout à l'heure, le premier acte qu'a accompli le chef de l'État
en rentrant sur le territoire national, ce n'est pas d'effectuer une rencontre avec ses ministres, avec son Premier ministre, pour voir ce qui a été fait pendant son absence, et pour voir les projections pour l'avenir, et pour voir quelles sont les solutions à apporter à la crise que vit le peuple algérien. Il s'est réuni avec Chengriha, avec le chef d'état-major. Donc ça veut tout dire. Ça veut tout dire que le chemin est encore très long et que ce régime en place ne veut pas écouter la voix de la raison. Le régime en place ne veut pas écouter tout simplement la voix du peuple algérien. Donc là, comme l'avait également souligné notre ami Nasser Haddad, nous sommes en présence de deux protagonistes. Nous avons le peuple d'un côté et nous avons le système de l'autre côté. Et là, c'est un divorce déclaré, un divorce consommé depuis très longtemps. Et malheureusement, les tenants du pouvoir de fait ne veulent pas écouter la voix de la raison, ne veulent surtout pas écouter la voix du peuple qui n'arrête pas de clamer. Il veut restituer, recouvrer sa souveraineté. Et il ne peut recouvrer sa souveraineté sans qu'on ne réponde aux aspirations qu'il a clamées à moult reprises, à savoir mettre en place une période de transition démocratique. Deux projets parallèles, mais qui, à un moment donné, il y a le scénario de la radicalisation du Hirak dans les conditions d'une pandémie qui disparaîtrait. C'est possible sur le long de l'année 2021. Mais il y a aussi ce scénario que j'ai évoqué, j'aurais voulu avoir votre réaction, d'un durcissement à la Sisi du régime algérien. Écoutez, moi, il me semble que ce n'est pas une hypothèse qu'on pourrait écarter de rechef, comme ça, d'un coup de main. Mais il y a la raison aussi. Alors, la raison, c'est laquelle ? Tout de même, un peuple qui est mobilisé, qui reste mobilisé malgré toutes les difficultés, ça va faire 2 années, et qui appelle de toutes ses forces à ce qu'on l'écoute, et qui va forcément imposer son projet de société, à savoir la mise en place d'une période de transition démocratique. Et là, pour enclencher sur un autre plan, moi, il me semble que ce qui se prépare actuellement, on l'a vu dans la presse, dans certains effets d'annonce, certaines annonces, etc., ce n'est pas en enclenchant encore un autre scrutin ad vitam aeternam, ce n'est pas la solution, ce n'est pas ce que demande le peuple algérien. 2000 scrutins, c'est une très bonne transition que vous m'offrez là. Scrutin, donc 2019 a été l'année du scrutin présidentiel, boycotté par les Algériens très largement. 2020, disqualifié. 2020, celui du référendum constitutionnel. 2021, de ce que nous savons, de ce que nous a annoncé déjà Abdelmadjid Tebboune à partir de sa clinique à Berlin, c'est l'année des législatives. Est-ce qu'on peut imaginer, tu as déjà évoqué le sujet tout à l'heure, que ça peut être l'opportunité pour le régime de sauver les meubles, pas nécessairement parce que pour la première fois, il y aura un enjeu de pouvoir. Il y a ceux qui disent que le projet de constitution qui a été très mal voté, adopté, disqualifié le 1er novembre dernier, mais qui va quand même être la nouvelle constitution, prévoit, avec le poste de gouverneur, de chef du gouvernement et de majorité parlementaire qui n'est pas de la même famille politique que celle du président, prévoit de céder le pouvoir exécutif au niveau du gouvernement à l'opposition. Est-ce qu'on peut imaginer que cette carotte soit suffisamment attrayante pour attirer une partie de ceux qui n'ont pas marché jusqu'à maintenant? Non, la réponse, je pense qu'il faut nuancer. D'abord, j'aimerais dire 2 mots sur ta première question concernant le durcissement et le scénario. Si tu n'oublies pas la deuxième question, je veux bien. Il n'y a pas de souci, je reviendrai à la deuxième. Donc, je ne crois pas. Je ne crois pas pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas les moyens pour exercer ou imposer une politique à la Sisi, c'est-à-dire une radicalité dans la brutalité de la gestion de la société. Il faut avoir les moyens politiques. Ils ne les ont pas. Ils ne les ont pas. Ce qui s'est passé en Égypte, on ne va pas l'analyser. Nous l'avons vécu, nous, bien avant. Par conséquent, ils n'ont pas les moyens. Toute la problématique est la suivante. Nous avons une révolution, un peuple
révolutionnaire, engagé dans une révolution très calme, très sereine, mais extrêmement déterminée et politiquement porteuse d'un projet et d'une stratégie. Ce projet et cette stratégie, toutes les organisations, tous les acteurs politiques ont plus ou moins proposé des démarches techniques de sortie de crise. Ce que la proposition du RCD que j'ai vue, effectivement... Il y a eu celle du PAD, un peu plus Il y a tard, eu le aussi. PAD, il y a eu toutes les organisations qui activent dans la révolution ont fait des propositions. Je suis de ceux qui ont pensé à l'époque que ce n'était pas audible. Pourquoi ce n'était pas audible? Parce que en politique, seul le rapport de force compte. Et aujourd'hui, le rapport de force est dans une espèce de statu quo. Ni le régime n'a le rapport de force pour faire imposer sa feuille de route, ni la révolution n'a créé le rapport de force nécessaire pour faire basculer immédiatement ce qu'a relevé Maître Sadet est effectivement un constat. Cela fait 2 ans et il ne faut pas s'attendre à ce qu'un pouvoir, quel qu'il soit, entende raison. Les pouvoirs réagissent au rapport de force politique. Et aujourd'hui, à chaque disqualification d'une étape de leur feuille de route, le rapport de force politique bascule du côté de la révolution. On pensait que c'était vrai après le 1er novembre, mais Qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que c'est pas vrai? Parce qu'ils envisagent quand même de faire la 3e étage de la fusée. Ben on en parlera après. Parce qu'en principe, on tire les conclusions. Le 1er novembre, c'était un extra... Mais c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, Monsieur Ihsan. J'avais dit que c'est un régime autiste. Et c'est un régime qui a pour principale politique le déni et le rejet des aspirations du peuple. Donc, c'est pas la première fois qu'ils échouent. Ils peuvent aller à une assemblée avec aussi peu de votants. Écoutez, ils ont cru avoir un chef de l'État ou un président de la République, d'après la terminologie de la Constitution, alors qu'il a été complètement discrédité, complètement disqualifié. Et pire encore, on continue. Le 1er novembre, tout le monde il y a eu à peine 20%. Et encore, officiellement. Officiellement. Il y en a eu beaucoup moins. Beaucoup de mon moins, point voilà. de vue, il y en a beaucoup moins. Donc, c'est toujours basé sur le... On dit ça parce que 23%, c'est presque un Algérien sur 4 voilà. qui a été voté, de ceux qui doivent voter. Et visiblement, il n'y avait pas un Algérien sur 4. En tout état de cause, il y avait à peine 13% de oui. D'après des chiffres officiels qui ont été donnés par le Conseil constitutionnel. Est-ce que ça les a empêchés alors que la loi, elle existe? La loi existe si vraiment ce régime veut le bien-être de l'Algérie, veut le bien-être des Algériens. Il y a un dispositif légal qui permettrait d'annuler carrément le résultat de ce scrutin. Donc, d'une manière plus qu'explicite, il y a un article dans la Constitution de 2016 qui est toujours en vigueur par ailleurs. Le peuple a donné son avis. Le peuple a exprimé sa volonté. Sa volonté, c'est le rejet du référendum. Sa volonté, c'est le rejet du texte de la Constitution. Donc la loi existe, il faut l'appliquer. Donc une loi, une Constitution qui a été repoussée d'une manière aussi flagrante, aussi formidable par le peuple algérien, elle n'existe plus, on l'annule. Or... Est-ce que ça peut encore arriver? Est-ce qu'il peut y avoir un coup de théâtre? Vraiment, hein? Écoutez, si ça devait arriver... déjà à partir du tweet, c'était le 12 décembre, si mes souvenirs sont bons, il n'a pas fait d'allusion à cela d'une part, mais pire encore, il a parlé de la mise en place d'une commission à qui il aurait donné des instructions pour mettre sur place un projet de loi électorale. Ça veut dire que la logique, elle est claire dans leur tête. La logique, c'est d'aller de l'avant. La logique, c'est de continuer, de multiplier les coups de force. C'est d'aller vers le mur, c'est d'aller vers le chaos. Et là, là, vraiment, tout le monde est interpellé. Les Algériens sont interpellés, le peuple algérien est interpellé. Et donc là, on voit les projets qui sont complètement contradictoires. Et comme l'avait dit notre ami également, le peuple qui est sorti dans un processus de révolution, il veut un changement, il veut la justice, il veut la démocratie, il veut que la souveraineté lui soit rendue. Et de l'autre côté, ceux qui gouvernent depuis l'indépendance à nos jours, qui ont confisqué la souveraineté nationale, qui continuent sur la même lancée.
Alors, Donc, moi, il juste me à la semble- décharge de Oui. Abdelmajid Tebboune, peut-être qu'il n'était pas au courant de ce qui s'est Ah bon? passé. Comment Oui, peut-il ne pas être au courant? Il a dit qu'il suivit. Le 1er novembre, il était dans le coma. Il a dit qu'il suivait au jour le jour tout ce qui se Peut-être passait que sur son le territoire entourage national. peut-être son Donc, entourage non, lui a menti. Il lui a dit que dit sur son tweet. il lui a dit que il me semble. les Algériens sont allés voter en masse. Peut-être que on Ah bon? l'a À ce trompé. point? Oui, À oui, ce point? oui. On lui a montré des images de 95, peut-être, de novembre 95. La deuxième question. Est-ce que, quand même, cet agenda de législative, j'insiste, ne peut pas quand même ce rapport de force, s'il y a les présidentielles ont débauché une partie de ceux qui étaient dans le Hirak. Enfin, Benflis n'était pas Karim Tabou, hein, mais il a été au présidentiel. Ben Grina se revendiquait du... Vous n'avez pas trop, vous prenez pas les bons exemples. Là. Je prends deux candidats au présidentiel qui se revendiquaient du Hirak, Depuis... qui ont été au présidentiel. Qu'est-ce qui empêcherait... Allez, qu'est-ce qui empêcherait le RCD d'aller aux législatives en 2010 c'est vraiment pas la question de l'heure. En 2021. C'est vraiment pas la question de l'heure. Moi, il me semble que nous sommes en train de vivre une période extrêmement grave. L'heure est très très grave pour l'Algérie et pour notre pays. Donc là, on est là pour rappeler la situation que nous sommes en train de vivre. On est là pour rappeler ce que demande le peuple algérien depuis plus de 2 années. À vrai dire, la contestation, la mobilisation a commencé bien avant 2019. Moi, il est grand temps que l'on prenne des leçons de cette révolution du sourire et de ne pas aller vers le chaos, vers l'impasse et vers le mur. Donc, il est grand temps que les décideurs et que tout le monde prenne ses responsabilités. C'est une responsabilité devant l'histoire. Et l'histoire ne va pas pardonner un autre impair. Donc il me semble que c'est pas en organisant des élections locales ou législatives ou autres qu'on va trouver la solution à la crise que vit l'Algérie. Autiste, on a bien compris le message, le pouvoir est autiste, mais le pouvoir... il peut s'auto-intoxiquer et penser qu'en inventant des artifices, du style des artifices électoraux qui peuvent sortir de la commission là-bas, qui a été mandatée à nouveau par Abdelmajid Tebboune pour nous sortir une nouvelle loi électorale, il peut y avoir cette illusion, guillemets, que de nouvelles dispositions peuvent créer une nouvelle offre politique. Alors je pense notamment à ce qui a circulé ces derniers temps autour de la commission là-bas, ce serait de revenir au mode de scrutin uninominal à 2 tours qui change un peu la donne des listes de la proportionnelle que nous avons connues pendant ces dernières années. Et l'argument était que les listes, ça a ouvert la porte à le façade et les gens qui achètent une place sur la liste, etc. Et que maintenant, il faudrait que chaque candidat aille chercher son élection sur une circonscription électorale face à un autre candidat au 2e tour s'il n'est pas passé dès le 1er tour. Est-ce que c'est ce type... Moi, je l'ai appelé artifice, mais ça pourrait être une réforme sérieuse dans un autre contexte évidemment de volonté d'ouverture politique ou de réforme. Est-ce que ça peut avoir un impact sur ceux qui veulent aller et qui se posent la question, aller aux élections? Pratiquement, tu as répondu à ta question. C'est-à-dire, tu as posé la question et tu as répondu. Quelle que soit la démarche que tu proposes, en la contextualisant, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on soit... Moi, je suis partisan de l'uninominal à 2 tours, en soi. Mais si vous la mettez vous l'inscrivez dans la feuille de route du régime, elle est disqualifiée. De fait. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de négociation. Je ne parle pas de dialogue, de négociation. Il n'y a pas de signes qui font que libération de tous les détenus. Tous, sans exception. On y arrive. En dehors, je parle des détenus d'opinion, pour que les choses soient claires. Tous les détenus, premièrement. Deuxièmement, libéralisation des activités de la presse, des activités politiques et culturelles et militantes. Aujourd'hui, c'est une des tactiques. C'est une des tactiques qui a été utilisée contre la révolte. Parce que la feuille de route du régime, lorsqu'on zoome aujourd'hui avec un certain nombre de personnalités du régime, pour ne pas les citer, c'est Khaled Nazar, c'est Toufiq qui est rentré au pays alors qu'il y avait un mandat d'arrêt international contre lui, et qu'il avait une condamnation de 20 ans, certes par défaut, et
Par défaut, bien évidemment, une fois que vous vous présentez, la condamnation est annulée. Mais non, il faut un autre jugement. Elle n'est pas annulée de rechef. Non, désolé. non, Ça se passe pas comme ça. Il Il faut un repassera, autre procès. il repassera Donc, au il est censé procès. être, Il repassera être au incarcéré. procès Oui. présentiel. Oui, C'est-à-dire absolument. le par défaut. On fait ni appel, on fait opposition à un Absolument. jugement par On fait défaut. opposition et on reste dans les liens de la détention. Voilà, voilà. Donc, ces rumeurs qui disent que le général Medienne serait dans une clinique depuis 3 mois ou on ne sait pas, qu'il ne serait pas en prison et tout ça, d'un point de vue du régime, il y a une reconstruction du consensus interne d'abord. C'est une volonté de reconstruire un consensus interne qui a été sérieusement ébranlé, pour ne pas dire mis à mal, par la révolution et par les agissements de Gaïd Saleh. Il faut aussi le dire, avec sa volonté d'aller de l'avant sans prendre en considération les implications de ces décisions. Donc, en tant que citoyen et en tant que militant responsable, la reconstruction du consensus de l'armée au sein de l'armée est très importante d'un point de vue de la sécurité du pays. Et on ne peut que s'en réjouir. Mais d'un point de vue politique, dans le sens on reconstruit le consensus pour ensuite imposer une feuille de route à la révolution, contre la volonté de la révolution, je le dis et je le répète, c'est une erreur stratégique et qui risque de coûter extrêmement cher au pays. Jusqu'à maintenant. Deuxième aspect, pour revenir à ta question avec précision. Deuxième aspect, qui est toujours tactique, parce qu'ils n'ont pas de stratégie. Aller dire que reconstruire la façade, le palais Zirout et le palais du Sénat, allez, il va y avoir 600 ou 700, donc c'est une espèce de démon qui va attirer. Sauf que la révolution a tranché la question. Elle agit comme une ligne d'orge. Celui qui sort, il est automatiquement mis au banc de la révolution et disqualifié. Troisièmement, et je l'ai dit tout à l'heure, l'aspect technique du mode électoral, moi je suis partisan de l'uninominal à 2 tours. Je ne vais pas le développer ici, ça sera peut-être une autre occasion pour S'il se précise qu'il y a ça dans la loi, on en reparlera. S'il se précise qu'il y a ça, mais l'inscrire comme aussi manœuvre tactique pour reconstruire la façade, j'irai beaucoup plus loin. En un mot, j'irai beaucoup plus loin. Hypothèse de travail. Le palais Zirout est rempli, et après? Et après? Où est le projet? Oui. Où est le projet? Alors, à la différence près, Une juste à la... petite précision, si tu permets. Quand je disais tout à l'heure le fonctionnement de l'État, il y a effectivement, Madame Sedet a raison, il y a une différence entre un projet. Le projet, le peuple doit adhérer. Mais quand je parle de fonctionnement, je parle de fonctionnement technique. C'est-à-dire, lorsque le chef de l'État n'est pas là, les pouvoirs faramineux dont il dispose, le pays, l'administration, l'État est bloqué. Je ne parle même pas de projet auquel les citoyens adhèrent. Donc il y aura la croissance économique du fait qu'il est rentré au pays. Exemple. Non, c'est ça le problème majeur aussi. Non. Le fonctionnement, la croissance économique, c'est autre chose. Alors c'est la fin du problème socio-économique des Algériens. Parce que Tebboune est rentré au pays. Je parle du fonctionnement du pays d'un point de vue organique et administratif. Si vous reprenez les articles de la Constitution, je suis sûr que vous les connaissez, aucun poste ne peut être pourvu. Et même si, d'ailleurs, on a vécu ça du temps de Bouteflika. Les intérims étaient à tous les niveaux de l'État. Nasser, juste poser la question. Vous avez été élu, Maître Fattah Sadat, sur une liste RCD, donc 2017, député en 2017, donc dans l'actuelle mandature ici à Alger. Est-ce que
remplir le palais de Zéro Youssef, parce que la formule qu'utilise Nasser Haddad, dit comme ça, évidemment, ça ne change rien, mais si la façon de remplir ce palais donnait une majorité à l'opposition, on suppose qu'on est dans un contexte où il y a eu des gages qui ont été donnés et que l'opposition participe, le PAT et d'autres partis décident de participer. Est-ce que dans le cadre de cette constitution, celle d'aujourd'hui ou celle si elle devait être validée, je pense que c'est le cas, du 1er novembre, entre guillemets, est-ce que ça peut changer politiquement le climat? Est-ce qu'on peut se dire qu'on sera dans une cohabitation entre un chef du gouvernement et une majorité parlementaire d'opposition et un président, faible d'ailleurs, qui est la vitrine de l'armée? Écoutez, moi je trouve que pour moi, bon, évidemment, c'est un faux débat, pour ne pas dire un débat creux. Je ne dis pas que la question est creuse, c'est pas du tout mon intention. Parce que la question qui se pose actuellement, c'est comment trouver une solution à la crise politique. C'est comment trouver une solution pour faire, comme l'avait dit M. Haddad, que le peuple algérien adhère à un projet de société. Or, le peuple algérien... Haddad a prononcé le mot négociation. Vous non, êtes il a dit adhérer aussi. Négociation. Non, il a dit adhérer également. J'ai Oui. très bien suivi, il a utilisé le terme adhérer et c'est un très bon terme par ailleurs. Donc, nous sommes là pour trouver une solution et la seule solution possible, c'est de répondre aux aspirations du peuple algérien. Et le peuple algérien l'a dit d'une manière claire, nette et précise, il faut aller vers une période de transition. Marhala intiqaliya. Ils l'ont dit, ils l'ont scandé à moult reprises. Or, la réponse... C'est la continuité. La réponse, c'est pire que la continuité, c'est une stratégie. Donc, contrairement à ce qu'avait dit notre ami Haddad, les tenants du pouvoir de fait, ils ont une stratégie. La seule stratégie dans laquelle ils excellent par ailleurs, c'est d'effectuer un coup de force contre la révolution. Donc, leur stratégie, elle est claire. Pour revenir à votre question en disant si la loi était modifiée, est-ce que le problème se situe dans le contenu de la loi? Non. Le problème est loin de se situer dans le contenu de la loi. Pour simple exemple, lorsqu'on revient à la Constitution encore en place, en vigueur, j'ai comptabilisé au moins 43 articles liés aux droits et libertés. Est-ce que ces droits et libertés ont été consacrés dans la pratique? Est-ce qu'ils sont effectifs? Donc il ne suffit pas d'avoir un texte de loi pour dire qu'on aura réglé le problème. Et pire encore, là où c'est vraiment, ça devient risible, pour ne pas dire ridicule, si ce n'était le sérieux et la gravité de la situation, j'ai lu quelque part que dans ce projet de loi qui est en train de se concocter par cette commission, l'ARABA, la loi qu'ils appellent la loi électorale, pour mettre fin à la fraude. Extraordinaire mais vrai. Est-ce que par la vertu d'un simple texte de loi, on va mettre fin à un phénomène endémique, à un phénomène récurrent qui est le fonctionnement sur la base de la fraude et sur la base de la corruption, de l'indépendance à nos jours. Donc moi, il me semble qu'il faudrait dépasser le débat qui porte sur les textes. Il faut une vraie volonté politique. Et la vraie volonté politique, elle ne se déclame pas simplement à travers des textes, elle se déclame à travers des actes. Et là, les actes que le peuple algérien est en droit d'attendre, c'est l'ouverture médiatique. Alors, et là, je rappelle que comme nous sommes dans une radio où le présentateur se retrouve en prison, de 279 nuits en prison, sur le plan de la liberté de la presse et la liberté d'informer et le droit à être informé, l'Algérie est classée à la queue dans le classement international. Elle est 146 sur 180. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de volonté politique d'aller de l'avant. En tout cas, il n'y a pas une véritable volonté politique de redonner au peuple algérien la parole. Alors, on a évoqué, merci de l'avoir fait encore une fois, Fedda Sadat, les détenus politiques. C'est le point d'achoppement à toute possibilité d'évolution, d'une négociation, d'un dialogue, d'une ouverture. C'est à chaque fois sur cela que ça bute. On ne peut rien faire tant qu'il y a autant de détenus politiques, tant qu'il y a un seul détenu politique en Algérie. Tant qu'il y a une seule arrestation. Une seule arrestation et une seule poursuite illégale liée aux droits et aux exercices qui sont par ailleurs effectivement consacrés par 43 articles. Dans la loi fondamentale du pays. 43 articles de la Constitution, c'est bien de le rappeler, ce n'est pas appliqué, ce n'est pas exécuté. On va finir ce café presse politique, le dernier de l'année, sur ce chapitre qui est donc un chapitre nodal, un chapitre
vraiment névralgique de la situation politique, celui des atteintes aux libertés, des droits de l'homme, et notamment celui des atteintes à la liberté individuelle, celui des détenus d'opinion. Abdelkrim Zrilich, bonjour, j'espère que tu es toujours avec nous, tu as maintenu sur ce débat. Bonjour, marhaba bik. Bonsoir, Ehsan. Ça fait plaisir de te revoir. Le plaisir est pour moi, comme d'habitude. Vraiment plaisir, vraiment plaisir. Merci. Difficile cette détention, j'imagine. Ah oui, le contraire serait elle est difficile, la détention. Les conditions de détention sont carrément inimaginables. Il faut être à l'intérieur pour le voir, c'est-à-dire discuter, le raconter, ça peut paraître une histoire, mais il faut être à l'intérieur pour le voir. C'est un camp de concentration. L'image peut-être que je parle de ma mère, l'image que ma mère a de l'incarcération est très loin de la réalité. Donc j'imagine, je mets ma mère à la place de la population. Voilà. Oui, oui. Je rappelle à nos amis auditeurs, c'est bon, à nos amis auditeurs que Abdelkrim Zrilich est éditeur. Il a fondé la radio Sarbacane, sarbacane.dz, qui a été bloquée de manière autoritaire et évidemment tout à fait illégale par les autorités de la wilaya de Constantine. C'est à Constantine qu'elle est basée, et qu'il a été poursuivi parce qu'il était à la fois un témoin de Hirak à Constantine. C'est le dernier représentant de Mouatana, donc qui est resté actif, très actif à l'est du pays. La Mouatana, qui a plus ou moins, on va dire, a été un des signes avant-coureurs du 22 février 2019. Abdelkrim, bon, on va pas généraliser. Les conditions de détention ne sont pas nécessairement les mêmes dans toutes les prisons. On va dire un mot sur Cléa tout à l'heure. J'étais avec les parents de Khaled Darni, évidemment, pour en parler, pour les saluer et prendre des nouvelles de Khaled à qui ils ont rendu visite hier. Comment s'est organisée donc cette détention et comment réagit le Hirak à Constantine, Abdelkrim? Pour les conditions de détention, vu que tu insistes sur ça, qu'est-ce que je voudrais te dire Il y a combien de détenus qui sont passés par la prison de Constantine? C'est le Koudia, hein? Détenus du Hirak. Koudia, exactement, oui. Si tu parles des détenus de Hirak et à Constantine, à ma connaissance, il y a eu 4 personnes qui ont été jusqu'à maintenant interpellés à des moments différents. Ça m'est arrivé de tomber sur d'autres personnes lors d'anciennes incarcérations, de passer la même période avec eux. Mais si je ne me trompe pas, il y a entre 4 ou 5 personnes qui ont été détenues jusqu'à maintenant à des périodes différentes et des durées variables. Mais je crois que j'étais celui qui a eu l'occasion et le privilège d'avoir le plus grand nombre d'incarcérations, et la durée la plus longue. Tu peux nous les rappeler. Hein, il y a eu 2 périodes. Hein. Tu peux les rappeler, Abdelkrim. Il y a eu 2 périodes d'incarcération, et tu peux rappeler les chefs d'accusation pour lesquels tu as été condamné. Il y a eu la période avant Hirak, comme tu l'as dit, c'était la période de Mouatana, où j'organisais ici à Constantine les sorties de Mouatana. Et c'est là où je me suis fait griller, comme on le dit en jargon pénitentiaire, les prisonniers Goulintak Mahrog. Donc, à l'époque, les autorités, je dirais, le public de la wilaya de Constantine, c'est bon, on est fait le comme on dit. Même pour la dernière incarcération, c'est réellement pour les chefs d'accusation que je me suis retrouvé à nier. Franchement, ils m'ont collé qui est devenu élastique maintenant. Outrage, c'est devenu une condamnation. C'est devenu une tourma élastique. Ils peuvent te coller ça sur n'importe quoi. Ils ont repris une photo que j'ai moi avec un panneau où c'est écrit j'ai peur de le dire, on m'envoie la police de nouveau. C'est écrit تبون مزور جابوه العسكر plutôt. ماشي انت خرجت هذه عبد الكريم. عبد الكريم ماشي انت خرجت هذه تبون مزور جابوه العسكر. C'était moi.
toute façon, Il j'ai n'a jamais fait dit que que c'était porter la moi. pancarte, lui. J'étais, voilà. Comme tout le monde d'ailleurs, et après, moi, on me colle le truc. Et j'ai dit au juge, c'est des millions de personnes qui sont en train de dire ça, c'est des millions de personnes qui sont en train de, euh, de porter cette même pancarte-là, mais cela n'a pas empêché pour que je sois jugé pour ça. Aussi, l'autre turban qui est pratiquement, je dirais, de la cinquième dimension, et plutôt le message BM, franchement, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je veux la guerre, moi, en Algérie, je veux que ce pays soit divisé. Qu'est-ce que je veux, moi? Comment ça se fait que me donne cette... Et ça, on l'a fait à cause d'une vidéo où je parlais sur l'impossibilité de s'organiser, l'impossibilité d'avoir un lieu, un établissement, une salle pour où on puisse rassembler ses partisans, ses amis, les gens qui partagent les mêmes idées que soi, pour s'organiser, voilà, pour s'organiser à l'intérieur du Hirak, s'organiser en parti politique, en mouvement, en tout ce qui peut être, en tout ce qui peut, en réalité, tout ce qui peut éviter la radicalisation, tout ce qui permet aux gens de discuter, de sortir avec des solutions, de sortir avec des décisions qui permettent d'avancer, qui permettent au Hirak d'avancer. Voilà, c'était ça l'objectif de la création de réunions, de forums, mais pas virtuels, de forums physiques, c'est-à-dire se réunir, avoir une autorisation. Hier, avant-hier, tu étais présent sur le live hebdomadaire, oui, tous les lundis, de soutien à notre collègue Khaldrani et aux détenus d'opinion et de Hirak. C'est un peu l'intitulé de cette initiative. La question, c'est est-ce que quand tu étais en prison, il te parvenait des nouvelles de ce qui se passait à l'extérieur? Et est-ce que ça t'aidait Absolument à pas. soutenir? J'ai Tu n'avais pas les bons vraiment avocats, mon dans ami. une quarantaine. Pourquoi tu n'avais pas les nouvelles? Mon courrier, je ne le recevais pas. Le journal, je ne le recevais pas. Une fois sorti, je me suis rendu compte que quand même il y avait un nombre très très important de personnes qui m'ont envoyé un simple courrier, que ce soit de soutien ou de mise à jour, comme j'appelle moi, de ce qui se passait justement à l'intérieur. Il y a eu on m'a donné 2 lettres, une de ma mère, une de mon fils. C'est les 2 seules lettres que j'ai pu recevoir en prison. Et c'est plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait un très grand nombre de personnes qui m'envoyaient du courrier. Aussi, la presse, je ne l'avais pas. Il y a une seule chaîne de télévision, c'est une auto-chaîne, c'est une chaîne qui est gérée par la prison elle-même. Et sur cette chaîne-là, on a droit à des films turcs pratiquement toute la journée, le football, et de temps en temps, on nous passait des informations. D'accord. 20 Vous heures. Bien saviez, sûr, vous de saviez que NTV. Tebboul était malade? Oui. Ça, D'accord. je l'avais sur la partie, la 3e chaîne, voilà, la Ok. 3e chaîne. D'accord. Et on se fait ce genre d'informations. En réalité, dans le milieu carcéral, en prison, tout est fait pour que la personne qui est en prison, mais réellement, reçoit ce que le système veut lui faire passer comme information. Là. Une personne qui va passer 1 année en prison ou 2 années en prison va sortir formatée. Elle va ne recevoir, elle est endoctrinée, elle est réellement endoctrinée. Elle n'a accès à aucune autre information. Cela n'empêche, entre parenthèses, qu'avec les 107 personnes qui étaient en même temps avec moi détenus de droit commun, comme par exemple, je dirais, la notion de Hirak Moubarak suscitait plusieurs réactions parmi les prisonniers. Le message n'est passé pas. Tout le monde disait que avant le Hirak, ils étaient tous contre et maintenant il est devenu soudainement Moubarak, par exemple. Ou l'histoire de Jadida. Jadida en quoi? Donc, ça, je dis même ça par rapport aux certains gardiens qui étaient, bon, moi je ne vais pas rentrer dans leur cœur, mais je vois, ils discutaient avec moi comme ça. Abdelkrim, pour finir, merci beaucoup d'avoir attendu. Pour finir et rassurer notre ami Nasser Haddad, tu vas pas te présenter dans une circonscription à Constantine pour les législatives en 2021? Non, certainement pas. Certainement pas. On voulait s'assurer de cela parce que bon. C'est pas me rassurer, c'est apporter de l'eau à mon moulin. D'accord. Merci beaucoup. Sauf que, oui. Sauf que ce que je tiens à se dire, sur ce plateau même là, il y a pas très longtemps, il y a très longtemps, voici moi, donc c'est il y a très longtemps, M.
Qadi a parlé je me rappelle très très bien, a parlé de proposer au Hirak de parler, de faire en sorte que le gouvernement le nouveau gouvernement sorte du Hirak. C'est une certaine manière de dire que nous avons perdu la présidence, nous avons perdu le gouvernement, il ne reste que le Parlement. Il faut qu'on choisisse nos armes. Il faut qu'à un certain moment, on arrive à choisir nos armes. Certainement, la conjoncture actuelle ne permet pas du tout de partir dans cette optique-là. Mais qu'est-ce qu'on a comme arme à part le combat politique? Je crois que c'est la dernière arme qui nous reste. Et si le Hirak perd le Parlement, certainement pas celui-là, mais un certain moment venu, il faudra qu'on rentre dans ce jeu-là. Si le Hirak perd le Parlement, je me demande bien qu'est-ce qui va lui rester. Effectivement, ça fait partie des questions de débat. Voilà, on l'a c'est évoqué dans cette discussion, cette question-là, et c'est très bien de reposer le problème ainsi. Évidemment, Abdelkrim Mezrich, je dis pas ce Parlement dans un autre contexte, et je pense qu'il est tout à fait d'accord que tous les préalables que vous avez cités doivent être là avant d'envisager tout engagement dans quelque processus électoral que ce soit. Merci beaucoup, Abdelkrim. Merci encore une fois, très heureux de t'avoir avec nous. Et bientôt à Alger, j'espère, pour échanger encore plus. Marhaba bik. Merci. Est-ce que je vais dire un mot sur les conditions de détention à Qléa qui ont fait polémique. Rachid Nzraz a sonné la sonnette d'alarme sur la ration alimentaire. Il a même offert de payer la ration alimentaire et de payer des repas plus consistants aux 4000 détenus qu'il y a sur place. Donc c'est une situation effectivement extrêmement délicate. Il y a une tension, en particulier en hiver où ça devient important de bien manger. Les conditions de détention sont compliquées. Les campagnes de solidarité sont toujours là. Hein. J'ai évoqué tout à l'heure le live. Il y a des situations de tension particulières. Aujourd'hui, on est dans une situation de tension. On a 3 détenus d'opinion, détenus du Hirak emblématiques. Mohamed Tadjadid, donc le poète du Hirak, le poète de la Casbah, Nourdine Khimoud et Abdelhaq Barrahmani, qui ont entamé une grève de la faim depuis 3 jours. Voilà. C'est pour dire qu'en fait, ce dossier des détenus, il produit de la tension tout le temps. Il peut produire, on en a peur, des drames. On espère que ce ne sera pas le cas. Des interpellations. C'est le dossier qui empêche de parler politique, qui empêche toute avancée politique. Donc ma question, et on va terminer sur ce volet-là, est-ce que vous imaginez, quand même, on est le 30 décembre, l'avant-dernier jour de l'année, Abdelmadjid Tebboune, le président de la République, user de son influence, entre guillemets, de son droit constitutionnel, non pas pour gracier, parce que la plupart de ces dossiers-là ne sont pas en situation d'être graciés, il n'y a pas de condamnation définitive avec recours, cassation et refus de la cassation, mais d'user de ses prérogatives auprès du parquet, auprès des Armati, qui est l'embastilleur en chef jusqu'à maintenant, pour faire en sorte qu'il se passe ce qui s'est passé le 2 janvier 2020, un élargissement il y avait 72 qui ont été élargis à l'époque. Ma question, c'est est-ce que politiquement, vous pouvez envisager qu'il le fasse pour reprendre la main ce serait sa manière, il vient d'échapper à la mort, on peut le dire comme ça. Il est toujours faible, il a besoin de faire un geste, même si ça ne rentre pas dans le cadre d'une orientation d'ouverture, pour ne pas changer complètement de feuille de route, mais faire ce geste qu'il a fait déjà en 2020. Est-ce que vous l'imaginez possible de le faire ou capable de le faire? En tout cas, il est souhaitable, ne serait-ce que parce que la détention, notre ami Ezri vient de la décrire, elle est très très dure pour celui qui l'a subie. Elle constitue une tragédie pour sa famille. Donc, de ce point de vue-là, si ce genre de geste est fait à l'occasion du début de l'année 2021, ça serait une très bonne chose. Mais ça ne change en rien l'aspect... Nasser Haddad, vous n'avez pas répondu à ma question. Très bonne chose, on est d'accord que ça sera une très bonne chose. Oui. Ça ne change pas fondamentalement les choses. On peut aussi en convenir. Ma question, c'est est-ce qu'il est capable de le faire? Ça veut dire, est-ce qu'il a les coups des franches? C'est ce que vous voulez dire? Constitution. Est-ce que ça peut correspondre à sa volonté d'un moment donné? Il y a bien eu 2020. Qu'est-ce qui l'a empêché de le faire depuis tant de temps? Sa volonté, il n'y a que lui qui la connaît, tant qu'il ne s'exprime pas. Ouais. Personne ne peut rentrer dans sa tête. Maintenant, est-ce qu'il a les moyens?
La réponse est à un double niveau. D'un point de vue du droit, oui. D'un point de vue politique, nous ne savons pas, nous n'avons pas les éléments pour savoir cette volonté de reconstitution, du consensus dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il y a la triptyque, la présidence de la République, les services de sécurité, qu'on les appelle SM, DRS et l'état-major. C'est ça les trois piliers qui constituent le régime, le système de gouvernance et le régime politique dans notre pays. Est-ce qu'il le fera? Moi, en tant que citoyen, je le souhaite. Je souhaite que les détenus rentrent chez eux, sans pour autant inscrire ça dans le cadre d'une quelconque dynamique politique. Parce que les dynamiques politiques, je les ai expliquées, j'ai donné du moins mon point de vue tout à l'heure. S'il n'y a pas... On n'est pas dans un marchandage, voilà. Voilà, s'il n'y a pas une série de décisions claires, l'ouverture, quand j'ai dit tout à l'heure remplir le palais des routes, si on va aux élections, qui c'est qui va y aller? Le RND, le FLN et peut-être quelques partis qui ont décidé, qui décideront d'ici là. Il y en a certains, ils courent déjà à la soupe. Il y en aura peut-être d'autres, je n'en sais rien. L'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, il y a une ligne de démarcation que la Révolution a tracée. Toute personne qui sort de cette ligne, ou toute organisation, ou toute personnalité qui sort de cette ligne, elle est immédiatement disqualifiée. Les exemples sont légion. Donc moi, je reste très, très serein, très optimiste. La situation, par contre, qui risque de peser et qu'on n'a pas abordé, c'est le point que tu as abordé tout à l'heure, c'est l'aspect économique dans le pays. Oui. La même question, quand oui, même, c'est important. Oui, c'est très important. Bon, le témoignage de M. Zrilech était très intéressant. Moi, je trouve que ce n'est pas le moment de focaliser aujourd'hui sur les conditions de détention. C'est un très, très grand dossier. Je pense qu'il faudrait peut-être y revenir une autre fois. Tout le monde sait que les conditions de détention sont forcément déplorables, même s'il y a des textes et malheureusement dans la pratique ces derniers ne sont pas appliqués, etc. Donc nous déplorons bien entendu les conditions de détention, cela va de soi, mais nous déplorons surtout qu'il y ait des arrestations et qu'il y ait des détenus. Parce que là, il ne faudrait pas contourner le problème. Si on parle des conditions de détention, on est là surtout pour parler de ce phénomène, depuis 2019 à nos jours, la vague d'arrestations et de mise sous mandat de dépôt de militants, d'activistes, de citoyens et de citoyennes qui n'ont fait qu'exprimer leur volonté, qu'exprimer leur idée dans le changement démocratique pour la construction d'une Algérie basée sur la démocratie, la justice et un état de droit. Donc il ne faudrait pas oublier, le plus important, c'est cela. Maintenant, même ce que vous avez dit, est-ce que Tebboune, le chef de l'État, va... Moi, je trouve que le problème ne se situe pas du tout à ce niveau-là, puisque vous l'avez rappelé, le 2 janvier 2020, il y a eu 72 qui ont été élargis, mais ça n'a pas apporté, ça n'a pas mis fin à la vague d'arrestation. Et pire encore, vous l'avez remarqué, que cette pandémie, la Covid-19, a été, d'une manière lamentable, mise à profit pour accentuer les restrictions. Pour accentuer les restrictions aux droits et libertés et pour accentuer la vague d'arrestation. Donc là, qu'il élargit ou non, le problème ne se situe pas à ce niveau-là. Le problème se situe au niveau 2. Est-ce que les tenants du pouvoir de fait vont prendre conscience qu'ils sont en train de bâtir un véritable chaos? Est-ce qu'ils vont se rendre à l'évidence qu'il faut trouver la solution? Et la seule solution, c'est d'écouter le peuple, c'est d'écouter ce que demande le peuple algérien, à savoir enclencher une période de transition démocratique. Et là, quand on parle de notre feuille de route, de la proposition du RCD pour une transition de rupture, évidemment, il ne peut y avoir une transition, quelle qu'elle soit, sans qu'il soit accompagné de mesures d'apaisement. Bon, l'une des mesures d'apaisement, c'est d'élargir les détenus d'opinion et politique, mais ce n'est pas le seul élément. Il faudrait que ça soit dans le cadre d'une feuille de route plus globale, élargie, qu'ils disent « on s'est trompé », on a volé l'Algérie de l'indépendance à nos jours. Maintenant, on est là pour écouter la voix des Algériens.
Autre chose, moi, je ne peux pas finir sur ce chapitre-là, qui est très, très douloureux, parce qu'il y a quand même au moins presque une centaine de personnes, de citoyens qui sont en détention actuellement. Moi, il me semble qu'indépendamment de la demande de leur élargissement inconditionnel, il faudrait d'abord mettre fin aux arrestations. Or, ces dernières continuent de plus belle. Tous les jours, il y a des personnes qui sont arrêtées parce qu'ils ont fait un petit statut sur Facebook, parce qu'ils ont émis une opinion ou autre. Mais moi, il me semble que le problème le plus important, c'est leur réhabilitation. Il faut qu'ils soient réhabilités. On peut pas, il faut pas oublier, on a des militants, ils sont très nombreux, qui ont été incarcérés, des militants de notre parti, et qui ont évidemment, ils ont purgé leur peine, ils sont sortis, mais ils ont perdu leur poste de travail. Parce que, justement, M. Zrilech en a parlé tout à l'heure, avec des poursuites judiciaires sur la base de l'atteinte à l'intégrité du territoire national, l'atteinte à l'intérêt national, votre employeur ne va pas vous reprendre. Et vous n'allez plus trouver de travail également. Parce que ce sont des infractions extrêmement graves. Gravissime. Ça veut dire que vous avez attenté, vous avez comploté contre la sûreté de l'État, l'intégrité de l'État, la stabilité, etc. Donc moi, il me semble qu'indépendamment de la demande de libération, c'est la demande de leur réhabilitation sur tous les plans, et même la présence des excuses. Que ce régime daigne dire « je m'excuse devant le peuple algérien, j'ai fauté ». Maître, réhabilitation, est-ce que ce n'est pas aussi le but poursuivi par la plainte déposée par le président du RCD, Mohsen Blabès, contre le garde des Sceaux, lui, c'est une autre mascarade lamentable qu'un député soit démis de son immunité parlementaire pour de prétendues poursuites judiciaires. Et tout est basé sur des éléments complètement fallacieux et complètement fantaisistes. Donc là, effectivement, la leçon qui a été donnée par M. Mohsen Blabès, c'est qu'il est grand temps de se défendre. Il est grand temps d'utiliser ce qui est possible d'être utilisé pour dire que cela s'arrête. Donc, ministre ou pas ministre, conseil constitutionnel ou pas, procureur général ou non, je suis un citoyen, j'ai des droits, je revendique ces derniers. Donc là, pour revenir au dossier des détenus, c'est quand même un dossier extrêmement très, très, très sensible. C'est quand même pas normal que quelqu'un qui couvre, à l'image de Khaled Rarni, il n'a fait que couvrir le mouvement populaire, il se retrouve en détention sur un chef d'inculpation extrêmement grave. Et de monter plusieurs exemples également de personnes qui ont été mises en prison, qui ont purgé une peine de toute une année de prison ferme parce qu'ils ont participé à une manifestation publique. Et là, on ne peut pas avancer, on ne peut pas aller de l'avant, on ne peut parler ni d'élections, ni d'autre chose, ni de loi électorale, ni de loi sur l'autorité indépendante des élections ou autre. Je trouve que c'est complètement hors sujet pour l'heure, puisque nous sommes en présence d'une situation d'une extrême gravité où la volonté du peuple est carrément bafouée et violée. Élargir les détenus, les libérer pour la fin de cette année, pour le début de l'année 2021, il y a plusieurs sources qui ont lancé des appels en ce sens. Le comité de soutien de Khaled Rarni et des autres détenus d'opinion a lancé donc aussi un appel dans ce sens. Le président Tebboune serait bienvenu d'écouter tous ces appels-là. On est une sorte d'alignement des planètes. Il sort d'une convalescence. Il revient en Algérie. On est dans un moment charnière. La situation est très délicate, on n'a pas pu aborder tous les volets de cette situation-là. Peut-être que sur le plan politique, c'est vraiment le moment de tourner cette page pour pouvoir nous occuper de comment sauver le pays, parce qu'effectivement, on est tous d'accord pour dire que la situation est extrêmement préoccupante. Donc, nous terminons sur ces vœux. Nous espérons vous retrouver donc aussi fidèles que d'habitude en 2021. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et à mercredi prochain en 2021. Merci. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.